Bienvenue pour l'épisode 3 de la mini-série La véritable histoire de l'humanité. Il est bien évidemment vraiment recommandé d'avoir regardé à minima l'épisode précédent, l'épisode 2 sur le Paléolithique. Et dans le présent épisode, nous allons explorer la période néolithique et nous poser, comme à notre habitude, les vraies bonnes questions. Si vous avez été choqué par les sacrifices humains pratiqués par l'humanité du Paléolithique, vous êtes amené dans cette vidéo à considérer ce qui se passe à partir du néolithique. Parce que là, vous allez voir qu'on est quand même sur autre chose, hein, on n'est plus du tout dans le même ordre de grandeur, hein. Et nous allons donc voir si, sur la base d'éléments concrets, sur cette transition entre paléolithique et néolithique, il convient d'appeler le néolithique une révolution, avec toute la connotation positivante associée à ce terme. Accrochez-vous bien parce que les conclusions auxquelles on arrive, quand on réfléchit sans biais cognitif, aucun sont quand même assez contre-intuitives pour une humanité psychique. Mais si on réfléchit correctement, en fait, finalement, c'est tout à fait logique. Allez hop, c'est parti. A story beyond our control. Stories can be put down with steel. History is littered with fools who believe the very same. Control a story, control the world. Put them to play. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, les sociétés humaines du Paléolithique étaient bien plus égalitaires et paritaires que celles qui leur ont succédé à partir du Néolithique. Pour bien comprendre cette transition entre Paléolithique et Néolithique, je vous conseille d'aller regarder l'excellente vidéo de la chaîne C'est une autre histoire, les origines du patriarcat, je vous la donne en mille, 2 points, la propriété privée, mais j'ajoute quand même un bémol. Concernant l'affirmation que l'humanité n'aurait compris la reproduction qu'à partir du moment où elle a commencé à pratiquer l'élevage, alors non, je pense pas, non. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente sur l'humanité du Paléolithique, l'humanité du Paléolithique, elle est tout ce qu'on veut, sauf stupide. Hein, la stupidité, c'est un luxe qu'on peut se payer grâce à l'évolution néolithique, comme le prouvent les Darwin Awards, remporté en grande majorité par des hommes qui perdent la vie en se mettant en danger vital de manière stupide. Donc, je ne pense pas que pendant des dizaines de millénaires, on puisse pratiquer un contrôle des naissances en n'ayant rien compris à la reproduction. On a quand même affaire à des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire qu'ils passent quand même un peu leur temps à observer leur proie. Donc je crois pas qu'ils aient eu besoin de les mettre dans un enclos pour observer le principe de reproduction du gibier qu'ils chassaient. Je pense que c'est un biais cognitif supérioriste, hein. C'est un cas d'école de la pensée de travers qui réussit à se faire passer pour rationnel et objectif, quoi. Bien entendu, on a toujours à portée de main Féminicide, une histoire mondiale, ouvrage d'histoire collectif dirigé par Christelle Tarot, que je vous encourage vraiment à vous procurer parce que une fois que il sera épuisé, les prix vont s'envoler, hein. Moi, je voulais acheter Sexe, race et colonie, mais bon, l'ouvrage est épuisé chez l'éditeur et les prix se sont littéralement envolés. Le moins cher qu'on puisse trouver aujourd'hui, c'est 250 €. Donc, concernant les sociétés humaines et leur structure, leur organisation, incluant les rapports sociaux de sexe, il y a aujourd'hui un consensus sur le fait qu'il y a un point charnière au néolithique qui se situe entre -13 et -10 000 ans. Autour de cette date, qui couvre quand même 3 millénaires, intervient la sortie de la période glaciaire et donc un réchauffement climatique, à la faveur duquel des populations issues du Proche-Orient, du Caucase, viennent s'installer en Europe et dégagent des chasseurs-cueilleurs présents depuis long time, comme on le voit sur cette ligne du temps. Ces populations caucasiennes ont déjà des us et coutumes différents en termes de rapports sociaux de sexe et de mode de vie. Ils sont sédentaires et ils pratiquent déjà apparemment la domination masculine, en plus d'être apparemment déjà blancs. Une mutation aussi majeure qui apparaît en une fraction de seconde à l'échelle des temps de l'évolution devrait interroger tout esprit scientifique véritable. Et ce, d'autant plus qu'une telle mutation par rapport à la mélanine ne confère rigoureusement aucun avantage si on vit à la surface de la planète. Bien au contraire, vous pouvez tourner la chose dans tous les sens, mais qu'on soit dans un cercle polaire avec la réverbération de la glace, au bord de l'eau avec la réverbération de l'eau, ou dans un désert avec la réverbération du sable, quelle que soit la latitude ou le climat même général de la planète, on a intérêt à avoir de la mélanine pour se protéger du soleil et de sa réverbération. Il me semble d'ailleurs que c'est bien ce que nous avons constaté en allant coloniser toute la planète, hein. On n'a pas trouvé d'autres peuples blancs à la surface, hein. Cette question de la couleur de peau, la couleur des yeux sera explorée dans l'épisode, je ne sais pas combien, qui s'intitulera
planète colonisée. Comme dit dans l'épisode précédent, au niveau de l'art, la représentation des Vénus, de la puissance, de la fécondité des femmes disparaît au profit de la représentation de guerriers armés d'une épée, qui est quand même un outil exclusivement fait pour tuer un autre être humain, alors qu'on va dire tous les outils du paléolithique étaient quand même assez polyvalents et pas uniquement destinés à tuer du gibier ou un autre être humain. Donc au néolithique, on commence à trouver des preuves de meurtres individuels ou de massacres de masse, de traitements violents dont les femmes et les enfants sont principalement victimes. On trouve des véritables charniers où les corps sont ensevelis de manière expéditive. Avec l'avènement des métaux, donc vers le 3e millénaire avant Jésus-Christ, ça continue à se dégrader pour les femmes et les enfants. On constate, notamment à l'âge du cuivre, des sépultures qui révèlent des différences de traitement post-mortem entre les hommes et les femmes. La domination masculine où l'homme se rend propriétaire de la femme, se consacre notamment dans une sépulture connue sous le nom de la tombe de la veuve, où un homme est enterré, avec 2 fois plus d'offrandes que la femme qui gît à ses pieds, le crâne fracassé, recroquevillé sur elle-même, comme pour prendre le moins de place possible. Le paléologisme révèle que cette blessure est liée à un coup destiné à la tuer, donc on a affaire à une femme qui a été sacrifiée à son maître. C'est une sépulture quand même assez riche, donc dans certains coins du monde, quand il y avait un chef de clan qui mourait, on tuait sa femme aussi. Bref, c'est la grande révolution néolithique sur laquelle toutes nos civilisations reposent. On invente la sédentarisation, la domestication du bétail et des espèces cultivables, donc l'agriculture. Et enfin, summum de la civilisation, on invente l'esclavage et la hiérarchisation sociale. C'est au néolithique que l'on constate des rites funéraires beaucoup plus différenciés que dans la période précédente, avec des tombes de riches et des tombes de pauvres. Et d'un autre côté, la spécialité paléolégiste met en évidence le début de l'esclavage, c'est-à-dire qu'il y a clairement des personnages, les riches qui branlaient pas grand-chose, pendant que certains autres qui n'avaient rien étaient manifestement mises au travail forcé et privation de nourriture calorique, notamment carnée. Globalement, l'humanité du néolithique est en moins bonne santé que celle du paléolithique. C'est l'apparition des caries liées à la consommation de céréales et de légumineuses, c'est-à-dire des sucres lents, donc caries. Au niveau de l'organisation sociale, la division sexuelle du travail devient beaucoup plus spécialisée qu'elle ne l'était au paléolithique, ou comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, globalement, les individus étaient polyvalents. Et donc à partir du néolithique, il y a une catégorie de personnes qui se préoccupent d'accumuler des richesses, de les conserver et de les protéger, d'où l'épée. Il s'agit des hommes, vous l'avez compris. Même si l'élevage se met en place, l'activité de chasse continue à se maintenir, et pour le coup, ça va principalement maintenant être les hommes qui vont s'en charger, pendant que les femmes, principalement, vont être assignées à l'agriculture, ce qui n'est pas vraiment étonnant dans la mesure où elles ont hérité du paléolithique des connaissances concernant les plantes, puisqu'elles pratiquaient la cueillette. Or, dans les études ethnographiques, on voit très bien que les peuples agricoles sont généralement plus petits que des peuples de chasseurs-cueilleurs ou des civilisations qui vivent sur un mode urbain avec des activités tournées vers le tertiaire et vers des activités intellectuelles. C'est une adaptation nécessaire pour une économie d'énergie, parce que si on doit passer la plupart de son temps courbé en deux pour extraire quelque chose de la terre, mieux vaut être petit ou petite. À cela s'ajoute le fait qu'à partir du néolithique, les femmes ont maintenant une grossesse par an, c'est-à-dire qu'elles passent la plupart de leur vie enceintes. En vertu de ce qui a été dit dans la vidéo précédente sur le contrôle des naissances et la contraception pratiquée par l'humanité du paléolithique, on peut donc estimer que les cultures du viol commencent également au néolithique. Donc si vous mettez déjà ces 3 éléments ensemble, changement d'activité pour les femmes, sédentaires, et assignées au travail de la terre, tout en étant enceintes la plupart du temps ou et allaitantes. Déjà rien qu'avec ça, elles sont obligées de régresser en taille. De par la sédentarisation, au néolithique, l'humanité globalement régresse en taille. Donc les hommes et les femmes régressent en taille. Comme tout le monde le sait, par exemple au Moyen-Âge, les individus étaient beaucoup plus petits que nous à l'heure actuelle. Sauf que, comme nous l'avons vu, une hiérarchisation sociale se met en place, et parmi les esclaves, il y a des hommes et des femmes, et parmi les positions sociales favorisées, il y a également des femmes. Pourtant, un dimorphisme sexuel, notamment de taille,
va se renforcer à partir du néolithique et perdurer jusqu'à nos jours. Il existe donc une contrainte qui s'applique sur les femmes de manière permanente et durable, et ce, indépendamment de leur statut social. Et c'est là qu'interviennent les travaux de l'anthropologue Priscille Touraille concernant le dimorphisme sexuel de taille et son hypothèse. Une pression alimentaire qui s'exerce sur les femmes de manière constante et permanente sur plusieurs millénaires, et dont résulte un dimorphisme sexuel de taille prononcé qui devient finalement une dégradation du schéma phylogénétique initial des femmes. Je ferai un épisode séparé consacré à cette question de l'alimentation adéquate pour l'espèce humaine afin de développer son plein potentiel de croissance, sans quoi celle-ci sera beaucoup trop longue. Je vous donne juste un avant-goût avec ce tableau comparatif concernant les fameux micronutriments et vitamines. Alors la question du dimorphisme sexuel est complexe, notamment celle du dimorphisme sexuel de taille, parce que ce qui détermine la taille d'un individu à l'âge adulte est la résultante d'une combinaison complexe entre le potentiel de croissance de la personne issue de son génome, de ce qu'elle a hérité des générations précédentes, et de l'alimentation que la personne reçoit pendant sa période de croissance, c'est-à-dire qu'une personne qui a un grand potentiel de croissance, mais qui ne reçoit pas l'alimentation adéquate pour développer son plein potentiel de croissance, ne l'atteindra pas. Et en effet, le paléolégisme et la paléodontologie en particulier montrent qu'à partir du néolithique, il y a une différenciation sexuée des régimes alimentaires qui intervient. Les hommes conservant une alimentation plutôt carnée et les femmes plutôt basées maintenant sur les céréales et les produits de l'agriculture. Or, d'un point de vue des besoins physiologiques au sein de l'espèce humaine, qui sont les individus qui ont réellement besoin de manger de la viande et d'une alimentation hautement calorique, ce sont les femmes menstruées, enceintes et allaitantes, et les enfants en pleine croissance. Les dernières personnes dans l'humanité qui ont besoin de manger de la viande en grande quantité, ce sont les hommes adultes. Donc depuis le néolithique, tout est à l'envers, on est bien d'accord. Cette différenciation sexuée des régimes alimentaires qui intervient à partir du néolithique est en premier lieu la découverte de l'anthropologue Françoise Héritier, ce qui lui a valu d'être copieusement insultée durant toute sa carrière, durant toute sa vie et spécialement à l'occasion de son décès. Alors bien évidemment, cette thèse est controversée par beaucoup de monde, tellement c'est dérangeant. Malheureusement, il y a quand même énormément de choses qui étayent cette hypothèse qui, à mon sens, est bien plus qu'une hypothèse, c'est une réalité. Une des traditions les plus choquantes est le gavage des jeunes filles en Mauritanie, à partir de la préadolescence avec des bouillies de céréales pour les rendre obèses. Bon, je vous laisse imaginer les conséquences en termes de santé pour les femmes. Les cultures patriarcales sont maîtres dans l'art d'inventer des histoires pour justifier, romantiser une situation de domination abjecte. Par exemple, dans ces cultures-là dont je parle, où le gavage des femmes au bouilli de céréales dans le but de les rendre obèses se pratique, l'obésité est un critère de beauté valorisé par les hommes pour les femmes devant faire une bonne épouse. En même temps, dès que ces messieurs ont l'occasion de baiser une femme pas obèse, ils sautent dessus. Le soi-disant critère de beauté apprécié par ces messieurs est en réalité une manœuvre, une dissimulation. Et qu'est-ce que ça dissimule? La volonté de contrôler le corps des femmes, de contrôler la mobilité des femmes, dans le but de contrôler la sexualité des femmes. Nous, en Europe, on a eu le corset et toute une série de modes vestimentaires qui, en fin de compte, visaient exactement la même chose, à maintenir les femmes immobiles, à la disposition de ces messieurs, de manière à ce que ces messieurs aient une certitude presque absolue que l'enfant à naître est bien le leur, un héritier pour la propriété. Alors attention, ce n'est pas parce que ici je cite des exemples de pays à majorité musulmane que ça veut dire que ce problème-là ne concerne que les pays musulmans. On va juste se dire que c'est beaucoup plus visible chez eux. Mais chez nous, le contrôle du corps des femmes et la domination alimentaire prennent des formes beaucoup plus insidieuses et pernicieuses. Je vous rappelle que l'anorexie mentale va plutôt concerner des jeunes filles que des hommes, donc il y a quelque chose à comprendre, c'est qu'il y a bien des injonctions beaucoup plus fortes qui pèsent sur les jeunes filles que sur les jeunes hommes, en matière de conformité à certains
standard stéréotypé de beauté féminine, hein, et je pense qu'on va tous et toutes être d'accord pour dire que les stéréotypes de beauté féminine, aujourd'hui et depuis de très nombreux siècles déjà, n'a pas grand-chose à voir avec les 1,75 m de la femme du Paléolithique et sa musculature d'athlète de compétition olympique. Cette privation d'alimentation carnée pour les femmes qui intervient à partir du néolithique alimente un véritable cercle vicieux, involuant pour les femmes, dans le sens où elles subissent une triple contrainte, à la fois sur des activités pénibles au travail agricole, des grossesses à répétition une fois par an et une privation de nourriture. Donc elles deviennent de plus en plus fragiles, de moins en moins puissantes, pendant que eux, les hommes, continuent à construire de plus en plus de masse musculaire en s'accaparant la viande. Et donc, il devient de moins en moins possible pour les femmes de maintenir une quelconque position égalitaire et paritaire avec les hommes telle qu'elle l'avait précédemment dans les sociétés humaines du Paléolithique. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente sur le Paléolithique, autant les femmes que les hommes, si ce n'est plus les femmes que les hommes, manient des outils tranchants au Paléolithique. Ce sont peut-être même elles qui taillent les silex et qui fabriquent les outils permettant d'aller à la chasse, de dépecer le gibier, etc. Donc, tu peux toujours essayer de faire chier la femme du Paléolithique, hein. Tu peux essayer. Mais je pense qu'elle a largement les moyens de riposter. Donc, on sait pas, elles étaient peut-être sympas les femmes du Paléo, hein. Mais je pense qu'il fallait peut-être pas trop les faire chier non plus, quoi. À partir du néolithique, progressivement, dans quasiment toutes les sociétés, les femmes feront l'objet d'une interdiction de détenir des armes. Les femmes feront également l'objet de l'interdiction de détenir ou de manier des technologies. Hein, les femmes ne manient des technologies qu'une fois qu'elles sont devenues obsolètes, car délaissées par les hommes. Ce thème est présent dans un des épisodes de la mini-série Grand-Petite, avec l'anthropologue italienne Paola Tabet. Bon, d'autre part, hein, quand on s'intéresse aux cultures qui existent encore aujourd'hui à la surface du globe, où il y a toute une série d'interdits alimentaires, enfin, il y a tout un tas de raisons qui ont été inventées pour justifier une différenciation sexuée des régimes alimentaires, si on regarde bien, la vérité c'est que les hommes, ils ont parfaitement conscience que la viande leur donne un avantage certain pour maintenir leur pouvoir, leur domination sur les femmes. Cette privation d'alimentation carnée dont les femmes font l'objet n'est pas pour les hommes uniquement un moyen de s'accaparer la puissance musculaire et un rapport de force à leur avantage dans le champ physique. C'est également une manière de monopoliser l'agressivité et la violence. En effet, les régimes végétariens sont principalement le fait d'interdits religieux. Je vous mets en description l'excellente vidéo de The Candida Slayer sur la question, qu'elle a intitulée Végétarisme et véganisme sont des outils de castration et de contrôle social. Et je suis complètement d'accord avec elle. C'est un fait que pour développer de la masse musculaire, il faut manger des produits animaux et de la viande. C'est également un fait que les peuples qui consomment de la viande en sont généralement plus belliqueux, il est vrai, que des peuples qui sont végétariens, comme les Jaïnites en Inde. Donc cette domination alimentaire et toute cette série d'interdits qui vont de plus en plus cliver, en fin de compte, les univers masculins et féminins, ont pour but d'asseoir la domination masculine, de la pérenniser en contrôlant au maximum de plus en plus de champs possibles de la vie des femmes. On commence par contrôler leur corps en dégradant leur alimentation, on leur interdit de toucher aux armes, aux technologies, s'ensuivent toute une série d'injonctions sur le comportement, le vêtement, etc. jusqu'à ce sont aussi des injonctions sur la sphère émotionnelle et psychique des femmes. Ce qui aboutit, comme je l'ai suffisamment exploré sur cette chaîne, à interdire littéralement aux femmes l'accès à leur propre agressivité et colère. Donc on assiste, sur des millénaires, à une aliénation progressive et de plus en plus forte des femmes. Aliénation au sens étymologique du terme, devenir étrangère
à soi-même, à ses propres besoins fondamentaux et vitaux. Et donc, pour ce qui concerne l'alimentation, sans surprise, qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? C'est que le végétarisme, recyclé en véganisme, c'est un profil avant tout féminin. Donc on est toujours dans un phénomène de boucle réentrante, hein, où le social finit par annihiler la biologie, des besoins physiologiques fondamentaux, pour finir par s'y substituer en totalité, au point que le construit social finisse par apparaître comme étant de l'ordre du naturel et du biologique. Annihilation. Allez voir ce film. Le social et la culture donnent forme au corps, et le corps finit par donner forme à un esprit contrefait. Mais on reviendra sur cette question dans d'autres vidéos. Planète colonisée sans doute. Et dans cette histoire de véganisme, avec la cause animale, on est complètement dans le script des stéréotypes de genre que je n'ai cessé de dénoncer, où les femmes doivent systématiquement faire passer les besoins des autres avant les leurs. Donc on a déjà les hommes, les enfants bien sûr, et maintenant les animaux. On est dans la continuité de cet ouvrage scolaire d'éducation, d'économie domestique destiné exclusivement aux jeunes filles, après-guerre. En zone rurale, les cours d'économie domestique ont été maintenus jusque dans les années 80. Je vais me fendre de vous relire un des passages. Le repas doit être prêt et chaud lorsque votre époux rentre à la maison. Débarrassez-le de ses affaires et installez-le. Servez-lui le repas. Nourrissez vos enfants. Une fois que tout le monde a mangé, vous pourrez manger à votre tour. N'oubliez pas, votre rôle est de veiller à la bonne santé de votre famille. La vôtre importe moins que la leur. Il me paraît difficile d'être plus clair que dans cet ouvrage. Hein, mais bon, attends. On a fait un gros nettoyage démographique entre le 19e et le 20e siècle à coup de guerre, hein, tous les 20 ans à peu près, faut repeupler quoi, hein. Donc, quand une grande dame et un grand esprit comme Françoise Héritier se fait insulter pour avoir dit simplement la vérité et la réalité, notamment dans ses interviews, qu'est-ce qu'elle citait comme exemple? Que bah, généralement, de toute manière, effectivement, les femmes en Europe mangent après que tout le monde ait mangé. Et puis s'il y a de la viande, qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste que la carcasse. Et la plupart d'entre elles vont prétendre qu'elles adorent la carcasse, alors qu'en réalité, c'est juste ce qu'il leur reste. Ma propre mère me racontait la cérémonie du repas du dimanche, où le patriarche mangeait son steak devant sa tripotée de mômes qui salivaient en le regardant bouffer sa viande, mais quand t'avais pas les moyens, il y avait que le patriarche qui mangeait de la viande. Ma grand-mère, quant à elle, qui a eu toutes ses grossesses de manière très rapprochée, comme c'était le cas à l'époque en l'absence de contraception, elle perdait plusieurs dents à chaque grossesse, et à moins de 40 ans, elle n'avait déjà plus de dents. Alors, il faut dire qu'elle est née pendant la Première Guerre mondiale et que déjà pendant sa période de croissance, elle avait fait l'objet probablement de privations alimentaires. Et mon grand-père aussi a eu une enfance difficile et avait subi des privations alimentaires pendant sa période de croissance, mais il est mort avec toutes ses dents. Quant aux enfants, hein, ils ont tous eu dans la fratrie de graves problèmes dentaires, et la plus jeune de la fratrie, c'est celle qui avait les dents les plus pourries, ce qui est logique, vu que la mère est déminéralisée par les grossesses précédentes et une mauvaise alimentation. Donc c'est la petite dernière qui a eu le plus de problèmes dentaires. Et je ne pense pas être la seule personne, en France ou en Europe, à pouvoir raconter une telle histoire. Alors, quelles sont les conséquences de cette domestication des femmes? Comme nous l'avons vu dans l'épisode 2 concernant la morphologie réelle des femmes du Paléolithique, la génétique humaine ne prévoit pas un dimorphisme sexuel de taille prononcé entre les hommes et les femmes. C'est pas ce qui est prévu par le plan. Le fait qu'on l'observe encore aujourd'hui est la résultante de la domination alimentaire et de la domination masculine qui se mettent en place à partir du néolithique. Et il en résulte une espèce humaine qui, parmi le règne des mammifères, a le plus fort taux de mortalité en couche. La stature de la mère est un élément clé dans le succès d'un accouchement. Ce n'est pas le seul, mais c'est un élément très important. Plus la femme est grande, plus l'ouverture pelvienne est large, et donc meilleures sont les chances que l'accouchement se passe correctement. Plus la femme est petite, plus il y a de chances que l'accouchement devienne problématique et entraîne
le décès de la mère et ou de l'enfant. C'est particulièrement choquant. Déjà que notre espèce est très peu productive comparée à toutes les autres espèces mammifères, hein, on n'en fait que un tous les ans au maximum, et depuis le néolithique, on fait tout pour que ça se passe le plus mal possible, alors même que la sortie de la période glaciaire favorise l'entrée dans une période de prospérité et d'abondance. Même dans les pays dits civilisés et développés, ce taux de mortalité reste préoccupant, comme le montre cet article. Après avoir fait la chasse aux sorcières et tué toutes les sages-femmes qui savaient comment s'y prendre, hein, lors d'un accouchement qui s'annonçait problématique, c'est carrément la médecine patriarcale qui représentait le plus grand risque pour une femme lors de son accouchement. La position d'ailleurs gynécologique connue a été inventée par les hommes pour le confort du médecin, pour qu'il puisse bien voir. Mais c'est la pire des positions possibles pour expulser un enfant, hein. Quelques chiffres, hein. En France, vers 1600, une femme sur 8 meurt en couche à sa première grossesse. Après, on invente la césarienne et dans ce cas-là, la mère décède dans 80% des cas. Je pense que personne n'ignore en plus que pendant des siècles, la religion chrétienne imposait, en cas d'accouchement difficile, de sacrifier la mère pour sauver l'enfant. Aujourd'hui encore, en France, il y a une centaine de femmes chaque année qui meurent en couche. Et aux États-Unis, la mortalité en couche, c'est la 6e cause de décès des femmes entre 20 et 34 ans. Dans pas mal de pays du monde, encore aujourd'hui, à commencer par le continent africain, mais pas que, la malnutrition dont font l'objet les filles, hein, plus les mariages forcés précoces, plus la boucherie-mutilation de l'excision, qui est encore pratiquée et qui rend les accouchements, comme si ce n'était pas déjà suffisamment difficile, encore plus difficile. Vous vous doutez bien que dans ces pays-là, le taux de mortalité en couche, il est bien plus élevé que chez nous, même si chez nous, ça reste tout de même préoccupant. Et dans ces cultures-là, une femme meurt en couche, on s'en fout, hein, on la remplace par une autre. Le premier produit consommé en quantité industrielle, hein, pour une exploitation reproductive, ce sont les femmes. Il y a donc bien au néolithique un changement de paradigme symbolique qui préfigure la société de consommation dans laquelle nous vivons, qui préfigure l'ère industrielle, puisque à partir du néolithique, on a déjà ce système de valeurs où les individus n'ont plus une valeur intrinsèque, mais une valeur d'usage. Une partie de la population, en l'occurrence les femmes, deviennent des objets utilitaires, consommables, jetables et remplaçables. Et maintenant, vous comprenez sans doute pourquoi le livre édité par Priscille Touraille aux éditions de la Maison des sciences de l'homme, basé sur ses travaux de thèse de doctorat, a été intitulé Homme grand, femme petite, une évolution coûteuse. Tous ces travaux, que ce soit l'archéologie du genre, les travaux de Françoise Héritier sur la domination alimentaire et la thèse de doctorat de Priscille Touraille, posent en réalité les questions suivantes. La révolution néolithique constitue-t-elle réellement une évolution au sens d'un progrès pour l'espèce? Quel est le rapport coût-bénéfice? À votre avis, considérons cette histoire bien réelle et bien concrète, combien de femmes ont été sacrifiées sur l'autel de la maternité pour donner des héritiers au capital masculin depuis le néolithique? Quel est l'ordre de grandeur? Sans compter l'exploitation sexuelle, le continuum féminicidaire qui sera exploré dans l'épisode suivant, ou toutes les femmes qui ont une vie de merde, qui les conduit, je ne sais pas trop où, à la folie, au suicide, etc. Rien que sur le seul sujet de la maternité, on doit être de l'ordre du million à l'aise. Quels sont les bénéfices? Ben, faut quand même chercher vachement loin pour trouver des bénéfices. Si on se place du point de vue intraspécifique, donc l'intérêt de notre propre espèce, à part 50% de la population, je rappelle, parce que je crois que c'est pas clair en fait pour tout le monde, hein. Les hommes ne représentent que 50% de la population de l'espèce humaine. Bon,
Donc pour 50% de cette espèce, ça a l'air d'être super fun, de construire des empires qui vont accumuler de grandes richesses, puis se faire la guerre, puis s'effondrer. Voilà, globalement, les hommes ont l'air de trouver ça vraiment rigolo, de se faire la guerre à n'importe quelle échelle pour accumuler plus de richesses, avoir plus de femmes à soi-disant conquérir comme butin et ascensionner dans une hiérarchie. Et au bout de 10-12 000 ans comme ça, on a une planète surpeuplée, au bord du gouffre, en termes de ressources et de matières premières, à l'orée d'un holocauste planétaire nucléaire. Et donc pour en arriver là, il a fallu et il faut continuer à sacrifier la moitié de l'humanité, c'est-à-dire les femmes. Tout ce que je viens de décrire ne constitue en rien un bénéfice, d'où qu'on regarde, ni pour notre espèce, ni pour les autres espèces et notre biosphère. Donc le ratio coût-bénéfice, c'est une division par zéro, c'est moins l'infini. Quand on considère l'état lamentable dans lequel se trouve l'humanité actuellement et l'état lamentable dans lequel se trouve notre biosphère, il n'y a que des théologiens aveugles, avec toutes les conisteries possibles, évolutionnistes, créationnistes, reproductivistes, qui peuvent considérer qu'il y a un quelconque progrès par rapport aux centaines de milliers d'années d'hommes de Néandertal et d'Homo sapiens qui méritent bien mal son nom, mais peut-être l'a-t-il mérité sur la période glaciaire où il a vécu, sur des modes de vie égalitaires, paritaires, sans surpeupler la planète, sans dégrader sa biosphère et hypothéquer les chances de survie des générations futures. Il est intéressant de noter que le dimorphisme sexuel était beaucoup moins marqué chez Néandertal que chez Sapiens. Je pense que vous avez compris ce que cela signifie concernant les structures sociales des Néandertaliens, que nous avons fait passer pour des brutes épaisses et des bêtes jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Il est temps de passer à quelques conclusions, je ne pourrai pas toutes les présenter, sinon la vidéo elle va faire plus d'une heure. Il y aura donc une deuxième vidéo sur des conclusions écoféministes. Là, on va rester sur la thématique de la biologie évolutionniste. Première conclusion, la domestication de l'écosystème a entraîné la domestication des femmes. Deux des compétences pour lesquelles les femmes étaient probablement respectées au Paléolithique, à savoir leur connaissance en phytothérapie, en médecine basée sur les plantes et leur capacité à donner la vie tous les 3-4 ans, aux mêmes et aux différents, deviennent au néolithique les deux emblèmes de leur servitude et de leur exploitation productive et reproductive. Avec une telle histoire, il est facile de voir la disparition de Lilith, femme égale ou équivalente à l'homme, au profit de Ève, la reproductrice, la génitrice, domestiquée, esclavagisée et aliénée au pouvoir masculin. La deuxième conclusion nécessite d'introduire le concept de contre-sélection. La contre-sélection, c'est un ensemble de conditions de pression qui vont défavoriser un caractère et donc sa transmission à une hypothétique descendance. Je pense que l'humanité du Paléolithique, qui était loin d'être stupide, avait bien dû remarquer quand même que choisir une partenaire de reproduction petite, fragile et gracile, c'était pas forcément une bonne idée. Je pense qu'il y avait donc une contre-sélection visant à écarter les femmes les plus petites, les plus fragiles du cycle de reproduction et qui favorisait les femmes les plus robustes, les plus grandes. D'autant que, rappelons-le, ils ne font qu'un enfant tous les 3 ou 4 ans, donc il faut quand même mieux maximiser les chances de survie de la mère et de l'enfant. Il y avait certainement des femmes plus fragiles, plus graciles que d'autres, simplement elles ont moins bien survécu que les autres. Donc, manifestement, cette contre-sélection favorable aux femmes grandes, puissantes et robustes s'est inversée à partir du néolithique. Les femmes puissantes et robustes représentant, je pense, une menace pour la domination masculine qui tend à se séculariser progressivement, a été certainement moins choisies en tant que partenaires de reproduction. Et d'autre part, dans les sociétés où les femmes pouvaient être guerrières chefs de clan, comme on l'a vu dans l'épisode 1, c'était bien le cas, eh ben, ces femmes-là, pour pouvoir conserver leur statut social, à mon sens, la maternité devenait un handicap. Et donc, elles ont probablement fait moins d'enfants et donc moins transmis leurs gènes de femmes puissantes
que l'immense majorité des autres, hein, qui étaient en train de régresser à coup de une grossesse par an et travail de la terre, quoi. Il semble donc que nous soyons la seule espèce à avoir pratiqué, à partir du néolithique, une contre-sélection défavorable à notre espèce. Car en effet, quand on prend toutes les données exposées dans cette vidéo, notre espèce aurait plutôt intérêt à avoir des hommes plus petits et des femmes plus grandes, afin de maximiser son succès reproductif à moindre coût, c'est-à-dire sans être dans un sacrifice humain perpétuel de la mortalité maternelle. La troisième conclusion va s'avérer très contre-intuitive pour une humanité psychique, qui tomberait de sa chaise, je pense, en écoutant cette vidéo. Mais si on réfléchit correctement, c'est-à-dire sans œillères, présupposés, croyances, biais, anachroniques, patriarcaux, on s'aperçoit que c'est parfaitement logique ce que je vais déplier. Et donc, vous en avez l'habitude, il va falloir poser de vraies bonnes questions. Pensez-vous que l'humanité du Paléolithique avait une quelconque chance de survivre à la période glaciaire si elle avait rencontré le même taux de mortalité en couche que celui que nous avons depuis le Néolithique? Je rappelle qu'ils ne font un enfant que tous les 3 ou 4 ans. Pensez-vous que l'humanité du Paléolithique, en pleine période glaciaire, avait de quelconques chances de survivre si elle avait pratiqué la même chose que ce qui a été pratiqué depuis le Néolithique? Pour celles et ceux qui auraient du mal à se projeter, voilà le tableau. Essayez donc d'être nomade en pleine période glaciaire avec la moitié du groupe d'âge adulte, handicapé en permanence par une grossesse, une mauvaise alimentation et une dénutrition, et une maltraitance liée à une domination masculine violente. Plus toute une ribambelle de mômes de tous âges, dont certains en bas âge, c'est-à-dire qui ne peuvent pas se déplacer, il faut donc les porter. Tous ces enfants, il faut bien les vêtir, les nourrir, les éduquer, les surveiller, etc. etc. Bon je crois que c'est clair, le groupe ne survit pas, et il n'y a pas d'histoire. Alors, j'en entends certaines penser à la théorie de la grand-mère et au fait que oui, il y a aussi les aînés qui sont là et qui participent bien évidemment aux activités du groupe. Mais franchement, vous pensez que ça peut suffire à remplacer la moitié de la population adulte, c'est-à-dire les femmes, dans la pleine force de l'âge, pour que ce soit viable pour le groupe, en période glaciaire et en situation nomade? La conclusion contre-intuitive du point de vue de l'humanité psychique à laquelle on aboutit est la suivante. Les conneries de domination masculine et de structure hiérarchique patriarcale, c'est un luxe qu'on ne peut pas se payer en période glaciaire, sous peine d'extinction extrêmement rapide. Du coup, y a-t-il vraiment matière à s'étonner que l'humanité du Paléolithique, pendant une dizaine de millénaires, maîtrisait parfaitement la contraception et le contrôle des naissances? En fait, c'est logique, c'est même indispensable. À mon avis, il est plus que probable que les groupes humains du Paléolithique avaient un agenda reproductif organisé et concerté au sein du groupe. Une organisation qui permettait d'échelonner les naissances, pour ne pas se retrouver avec toutes les femmes en train d'accoucher en même temps, des enfants en bas âge qui ne peuvent pas très bien se déplacer seuls, donc il faut les porter, toujours pour les mêmes raisons, étant donné que les femmes participent activement à toutes les activités de subsistance. Si elles se retrouvent toutes enceintes, à peu près au même stade de grossesse, en même temps, en train d'accoucher en même temps, c'est un vrai problème pour le groupe. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente et au début de cette même vidéo, je pense que pour maintenir un tel contrôle des naissances, qui est, comme je viens de l'expliquer, vital en fait pour le groupe, il faut que les hommes coopèrent à la contraception. Ça peut pas reposer uniquement sur les femmes et leurs plantes abortives ou leur aménorrhée de lactation là. Ça ne me paraît pas réaliste parce que l'allaitement jusqu'à un âge tardif de 3 ou 4 ans, comme c'était le cas au Paléolithique, existe toujours en Afrique. Et ça n'empêche pas les femmes d'avoir toute une ribambelle de mômes. Ok? On ne pourra jamais le prouver, mais pour moi, c'est une certitude qu'au Paléolithique, il n'y avait pas de culture du viol et que les hommes comme les femmes participaient au contrôle des naissances et à la contraception. En tout cas, sur une période comme ça de plus de 100 000 ans, dans ces conditions, je pense bien que l'humanité du Paléolithique avait bien trouvé des solutions en termes d'organisation sociale, de manière à ce que le groupe soit pérenne. Sans quoi, très clairement,
on ne serait pas là en train d'en débattre, hein. Donc les conditions, climatiques de la période glaciaire favorisaient un équilibre, hein, finalement, entre les femmes et les hommes. Pour en arriver à cette conclusion, en fait, il n'y a pas vraiment besoin du féminisme. Il suffit juste, de disposer d'une, rationalité véritable. Manifestement, les hommes du 19e siècle qui ont créé ces sciences assis sur leur supposée rationalité sans faille, tout comme leurs successeurs des 20e et 21e siècles, ont tous échoué à se poser ces vraies bonnes questions et à y apporter une réponse parfaitement logique et rationnelle comme je viens de le faire. Si ces messieurs n'avaient pas été aveuglés par leur situation de domination et leur sentiment de supériorité assis sur des millénaires d'horreur, il n'y aurait pas besoin du féminisme. Il n'y aurait pas besoin d'archéologie du genre pour avoir des preuves qu'ils se trompent. Et donc, le féminisme a été une nécessité pour que l'on ait des preuves concrètes de cette réalité quant aux sociétés égalitaires et paritaires de l'humanité du Paléolithique. Depuis le Néolithique, manifestement, on est dans le règne de la violence, de la stupidité, de l'ignorance et de l'idiotie. C'est rien d'autre que ça, la révolution néolithique. Bon ben voilà, je pense que maintenant tout le monde a compris. Le titre de la vidéo, Involution néolithique. Mais une chose est certaine, hein, quand on voit certains commentaires encore, hein, on n'a pas fini de les voir, je pense, ces commentaires de masculinistes, soit totalement assumés, soit de mecs qui se croient évolués, mais qui sont en fait toujours dans une prison mentale de pensée, et qui sont juste des masculinistes, mais qui s'assument pas du tout. Vu de chez moi, ce sont les pires. Hein, j'aime particulièrement des commentaires du genre je n'ai aucune leçon à recevoir d'une femme qui s'autorise à avorter et donc à éliminer la vie d'autrui pour convenance personnelle. Ah ouais, le mec, il a pas pensé que la convenance personnelle incluait peut-être des risques de mort en couche. Hein? Ah non, ça, il a pas pensé. Il a pas pensé non plus aux femmes violées qui se retrouvent avec une grossesse non désirée. Non, ça, il y a pas pensé, hein. Ah non, ça le concerne pas. Lui, c'est un mec bien, qui respecte la vie, il viole pas, il est peut-être même végane, hein, il respecte tout et tout le monde, sauf les femmes. Je vais enfoncer le clou du cercueil de la connerie qui s'étale avec fierté dans les commentaires, et si vous pouvez le faire, messieurs, c'est parce que je vous y autorise. Je ne modère pas les commentaires, je ne désactive pas les commentaires sous mes vidéos. Je pourrais le faire, hein, mais non. Je souhaite que tout un chacun, tout un chacune, puisse observer cette connerie abyssale à l'œuvre pour ce qu'elle est. Donc je plante mon clou, tant que nous serons dans des cultures du viol et de domination masculine, où la contraception ne pèse que sur les seules femmes, le seul et unique combat qu'il faut absolument maintenir pour nous les femmes, c'est le droit fondamental à pouvoir disposer de notre propre corps à nos conditions, pas aux vôtres, hein. Et en disant ça, j'ai parfaitement conscience qu'en plus, je parle d'une minorité de femmes sur la planète qui aujourd'hui a cette liberté. Il est loin d'être certain que dans un avenir très proche, nous puissions la conserver. Hein, et abstenez-vous des commentaires du genre, je parle à vous messieurs, hein, du genre ah mais c'est dur aussi pour nous, hein. Nous aussi on est dominés par la domination masculine, etc. et bla 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 bla. Non, 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 on joue pas dans la même cour, messieurs. Déjà, premièrement, personne d'autre que vous-même, messieurs, vous a obligé à commencer à concentrer les richesses, à coups d'épée, etc., et à vous entretuer. Ça, c'est votre connerie à vous, c'est votre responsabilité à vous. Nous, les femmes, nous en sommes les plus grandes victimes. Parce que le décompte des victimes de féminicide, depuis 10-12 000 ans, il va continuer avec l'épisode suivant qui concerne la période historique, hein. Et là, c'est pareil, on va encore passer sur notre échelle, hein. Que ce soit en termes de nombre, hein, mais surtout en termes de profondeur abyssale des abominations qui ont été commises et qui continuent à être commises au sein de l'humanité. Les femmes donnent la vie au péril de la leur, les hommes ôtent la vie de tout le monde, des hommes, des femmes, des enfants. C'est un fait, que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Donc, alto sketch, arrêtez ce discours symétrisant, il n'y a aucune symétrie avec ce que je viens d'exposer dans cette vidéo concernant le contrôle ultra-violent
qui s'est opéré sur les femmes, sur leur corps, sur leur psyché pendant des millénaires, et on voit bien d'ailleurs qu'on n'est pas prêt d'en sortir de ça. Mais vous inquiétez pas, vous êtes incapable de vous réformer, vous êtes incapable de vous voir réfléchir et penser de travers, de voir la violence inhérente à la manière dont vous pensez. Je pense que vous êtes incurable. Mais il y a une chose qui est certaine, dans le siècle en cours, ça va être obligé de changer d'une manière ou d'une autre, hein. Donc allez-y, restez cons, ne changez pas, mais les changements, ils s'imposeront à vous de toute façon. Je vous retrouve très prochainement pour la suite des conclusions qui vont être axées plutôt autour d'une réflexion écoféministe. Là derrière le micro, je suis une vraie bombe à neutrons. Comme le man Sergent Garcia, ouais, comme le man DJ. Quand je toste devant le micro, les bêtises et les grands me prêtent attention. Comme le man Sergent Garcia, ouais, comme le man DJ. Car moi, les chamans, même si je guéris sur la version, ça paye pas